Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue aux 19h de ce 8 mai. À la une de l'actualité, le président de la République a reçu un appel téléphonique de son frère, le président syrien Bachar el-Assad, qui l'a remercié pour les efforts incessants consentis pour permettre à la Syrie de retrouver son siège à la Ligue arabe. Le général d'armée Saïd Chingueli, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail d'inspection en 3e région militaire à Béchar, où il a salué les accomplissements de l'ANP conformément aux orientations du chef de l'État. Journée nationale de la mémoire commémorant les massacres du 8 mai 1945 est célébrée à travers tout le pays. Une marche de la fidélité aux martyrs organisée à Sétif, retraçant les manifestations de ce jour funeste. On plan ce soir sur 2 grandes entreprises de production de ciment dans le pays, acteurs incontournables. Elles comptent élargir leur déploiement à l'étranger. Reportage réalisé dans le cadre du Batimatec. Et à l'étranger, inquiétude au Maroc. Les mobilisations contre la précarité sont reçues par le silence et le mépris du Marzen. L'absence répétée du roi aggrave la situation alors que les affaires du pays se retrouvent entre les mains de curieux personnages. Les détails tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République a reçu ce lundi un appel téléphonique de son frère, le président de la République arabe syrienne, Bachar el-Assad, lors duquel il lui a fait part de ses vifs remerciements et de son estime pour les efforts incessants consentis par le président pour permettre à la Syrie de retrouver, dans le cadre de la présidence algérienne du sommet arabe, son siège à la Ligue arabe et souhaiter au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité. À son tour, le président de la République a exprimé à son homologue syrien son estime et ses félicitations pour le retour de la Syrie, pays frère à la Ligue arabe, souhaitant au peuple syrien frère davantage de progrès et de force et à l'action arabe commune de parvenir à la réalisation des aspirations des peuples arabes, à la force, à la stabilité et au développement. Les 2 présidents ont convenu également d'échanger les visites et de définir un programme d'action intensif couvrant l'ensemble des secteurs pour une consolidation continue des relations historiques privilégiées unissant les 2 pays. Dans le cadre du suivi de l'exécution du programme de préparation au combat 2022-2023 au niveau des grandes unités implantées dans les 6 régions militaires, le général d'armée Saïd Chingueli, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a entamé une visite de travail et d'inspection en 3e région militaire à Bachar. Yannis Saïd Belkacem pour les détails. Après la cérémonie d'accueil accompagnée du général-major Mustafa Smaili, commandant de la 3e région militaire, le général d'armée a observé un moment de recueillement à la mémoire du martyr Mustafa Ben Boulaïd dans le siège du commandement et baptisé de son nom et déposé une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative avant de réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle des valeureux shuhada. Au siège du commandement de la région, le général d'armée a tenu une rencontre d'orientation avec les cadres et les personnels de la 3e région militaire où il a prononcé une allocution diffusée par visioconférence à l'ensemble des unités de la région dans laquelle il a souligné que la sacralisation du travail, la rigueur et le dévouement demeurent le meilleur moyen pour réussir dans l'accomplissement des missions assignées. Au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes entièrement convaincus que l'adaptation au développement accéléré que connaît le monde aujourd'hui implique avant tout la sacralisation du travail, la rigueur et le dévouement, qui demeurent le meilleur moyen pour réussir les missions assignées, optimiser la disponibilité et réaliser davantage de progrès dans tous les domaines du métier des armes. وبلوغ المزيد من الجاهزية والمزيد من التطور في كافة مناحي ومجالات المهنة العسكرية. ولقد استطاع جيشنا بفضل التوجيهات السديدة للسيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية
Dans ce cadre, notre armée a enregistré, en un laps de temps assez court, des accomplissements considérables, conformément aux orientations de Monsieur le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, grâce à cette ligne de conduite à laquelle tout l'intérêt voulu a été consacré à travers la réunion des conditions, à même d'inciter les personnels et les cadres à travailler avec rigueur et dans un cadre de concurrence loyale, chacun selon son domaine de compétences et dans la limite de ses responsabilités. Le général d'armée a également affirmé que l'armée nationale populaire est devenue une armée professionnelle dans toute la force du terme, grâce à son souci permanent de maintenir la disponibilité opérationnelle à ses niveaux les plus élevés et d'assurer la bonne préparation et entraînement de nos forces armées. وفي نفس السياق حرصنا دوما على المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها. Dans ce sillage, nous avons toujours œuvré au maintien de la disponibilité opérationnelle à ses niveaux les plus élevés, ainsi qu'à la préparation et l'entraînement qualitatif de nos forces armées, de manière à ce qu'elles soient en mesure d'assumer leur mission et de s'adapter en permanence aux évolutions du contexte géopolitique et enjeux complexes auxquels la région fait face. التي تشهدها المنطقة وبفضل ذلك أصبح الجيش الوطني الشعبي جيشا محترفا بكل ما تعنيه عبارات الاحتراف. C'est ainsi que notre armée est devenue une armée professionnelle dans toute la force du terme, une armée professionnelle de par ses performances et son raisonnement, une armée qui ne craint pas les difficultés et les épreuves, une armée qui dispose de tous les facteurs de puissance pour dissuader et mettre en échec les tentatives malveillantes des lâches conspirateurs qui visent la sécurité et la stabilité de notre chère patrie. Le général d'armée a mis en garde contre les plans malveillants qui consistent en les tentatives d'inondation de notre pays par les drogues, en interpellant l'ensemble des acteurs de la scène nationale pour participer à la noble bataille contre ce dangereux fléau. C'est dans le cadre de ces plans malveillants que s'inscrivent les tentatives d'inondation de notre pays par les drogues de toute nature, qui sont utilisées comme une arme pernicieuse contre notre pays et notre peuple, dans le but de freiner ses ardeurs et ébranler sa volonté. Pour sa part, l'armée nationale populaire, en étroite coordination avec les différents services de sécurité, poursuivra sans relâche la lutte contre ce fléau et ne ménagera aucun effort pour combattre vigoureusement les réseaux de trafic et leurs barons, traîtres de la nation, qui méritent les sanctions les plus sévères, en ce sens qu'il y va de la santé, de la sécurité et de la quiétude des citoyens. À ce titre, j'interpelle l'ensemble des acteurs sur la scène nationale, parents, hommes de médias, écoles et mosquées y compris, pour s'engager dans cette noble bataille à travers notamment l'intensification des campagnes de sensibilisation envers les jeunes sur les dangers de la consommation de ces poisons afin de mettre un terme à ce fléau qui a pris des proportions alarmantes ces derniers temps. À l'issue, le général d'armée a suivi les interventions des personnels de la 3e région militaire et écouté leurs préoccupations et propositions avant de leur donner un ensemble d'instructions et d'orientations générales.
Par la suite, le général d'armée a présidé une séance de travail où il a suivi un exposé global sur la situation générale au niveau du territoire de compétence avant de mettre l'accent sur l'impératif de veiller à une totale disponibilité des personnels et des unités, de faire preuve davantage de vigilance et de redoubler d'efforts afin de garantir aux citoyens toutes les conditions de sécurité et de quiétude à travers l'ensemble du territoire de la région. Journée nationale de la mémoire célébrée à travers le pays ce 8 mai et qui commémore les massacres de 1945. Les festivités officielles ont été lancées depuis Sétif cette année, ce matin où le ministre des Moudjahidines avec des Moudjahidines et des Moudjahidettes ont pris part à une marche de la fidélité aux martyrs, retraçant l'itinéraire des manifestants d'il y a 78 ans. Les détails par Bedia Amardi. Sétif rend hommage aux Chouhada tombés au champ d'honneur le 8 mai 45. Une grandiose marche populaire de la fidélité aux martyrs s'est ébranlée comme il y a 78 ans de devant la mosquée de la gare, l'actuelle mosquée Abu Dar al-Ghaffari avec le même itinéraire que celui du mardi 8 mai 45. Les jeunes scouts sur les pas de leurs aînés, ils avancent lentement drapeau à la main en entonnant des chants patriotiques. Ils déposent par la suite une gerbe de fleurs devant la stèle de Sa'al Bouzid, première victime de ces massacres. Les massacres perpétrés le 8 mai 1945 sont en violation de tous les traités internationaux en matière de guerre. Torture et destruction ont été utilisées contre des innocents. Il est important d'évoquer ces étapes de l'histoire à travers des études et des recherches à mener par nos étudiants, nos chercheurs et nos académiciens à travers les universités du pays et tous les centres de recherche. Le 8 mai 45 est une date écrite avec le sang des Chouhada. Elle a été décrétée journée de la mémoire par le président de la République pour que nul n'oublie et pour que les générations futures soient conscientes des sacrifices de leurs aînés, notamment les valeureux et courageux martyrs des massacres de Sétif, Guelma, Khrata et d'autres régions du pays. Et commémorant les massacres du 8 mai 45, les membres du Conseil de la Nation, présidés par Saleh Goudjil, ont observé une minute de silence à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la liberté du pays. Cérémonie également au ministère des Affaires étrangères. Une gerbe de fleurs a été déposée devant la stèle commémorative rendant hommage aux martyrs de la résistance. Une minute de silence a été également observée à leur mémoire en présence du ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, des cadres et personnels du ministère. Et toujours pour la célébration, plutôt les commémorations du 8 mai 45, le Centre des Archives nationales a organisé une conférence à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire. Était présent le conseiller du président de la République chargé des Archives nationales et de la mémoire nationale, Abdelmajid Chiri, qui a souligné l'importance de rappeler les hauts faits des ancêtres et leurs sacrifices pour l'affranchissement du joug colonial, mais aussi pour rapprocher les jeunes d'aujourd'hui de l'histoire de leur pays, riche en réalisations, en bravoure et en patriotisme. De nombreuses activités ont été organisées à travers tout le pays à l'occasion de la Journée nationale de la mémoire. Une caravane de la mémoire s'est ébranlée depuis la promenade des Sablettes à Alger vers près de 24 wilayas. Le coup d'envoi a été donné par le ministre de la Jeunesse et des Sports en présence de nombre de Moudjahidettes et de Moudjahidines. Cette caravane qui regroupe plus de 1270 jeunes et 158 encadreurs représentant 66 associations devra sillonner le pays dans l'objectif de faire connaître l'histoire de l'Algérie et la mémoire nationale aux jeunes. Une exposition également de photos historiques a été organisée en su de la distinction des Moudjahidettes Jamila Boupacha et El Hurra Qarqab.
Et on a commémoré les massacres du 8 mai 45 de l'autre côté de la Méditerranée à l'initiative d'Algériens établis en France. Une cérémonie s'est tenue au clair de l'île au nord du pays. Des Algériens de toutes les générations, mais aussi des amis de la Révolution, à l'image d'Odile Haj, emprisonnés pour son soutien au FLN. Tous étaient réunis contre l'oubli et pour une reconnaissance de ces massacres par l'État français. Je vous invite à écouter ces impressions recueillies par Afaf Belhouchet. Aujourd'hui, c'est un symbole très très fort. Nous sommes le 8 mai, nous sommes sur la place de la République et nous envoyons un message aussi bien à l'État français qu'à l'État algérien, que nous faisons partie aussi de cette mémoire, nous qui sommes ici en France. وإحنا كما يقول لك لازم نعلموا أولادنا ونقروا أولادنا على حب الوطن، حب الوطن، حب الوطن. Et je dois dire qu'un grand moment aussi, c'est quand j'ai vu le drapeau algérien sur ma baignoire. On a vu ça à la télé, moi j'en ai pleuré. Nous sommes ici pour rendre hommage à nos martyrs et pour montrer au monde entier que l'Algérie, les Algériens et les Algériennes n'oublient jamais leur histoire. 1, 2, 3, vive l'Algérie et Allah yarham al-Shuhada. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3! Également une des régions touchées par les massacres du 8 mai 45, le souvenir de cette période funeste est encore vif dans la mémoire de ceux qui l'ont vécu. Il se rappelle l'horreur et une cruauté absolue dont a fait preuve le colonisateur français, comme vous allez le voir dans ce témoignage recueilli par Aïcha Boubrir, commentaire Rina Lerari. Le 8 mai 1945, une date tristement célèbre qui rappelle les massacres sanglants de la France coloniale perpétrés contre le peuple algérien. Femmes, hommes et enfants sont tombés en martyrs sous les balles de la barbarie coloniale. Les témoignages des survivants et des proches des victimes sont bouleversants. Ce livre révèle les témoignages des survivants des massacres du 8 mai 1945. Il raconte cet événement tragique tel qu'ils l'ont vécu. Cette date historique a eu un impact considérable sur le déclenchement de la guerre de libération nationale. Le nombre des victimes au niveau de la wilaya de Guelma s'élève à pas moins de 18 000 shahids. Des massacres qui vont constituer un tournant décisif dans la trajectoire du mouvement national et la prise de conscience que seule la lutte armée pouvait libérer l'Algérie du colonisateur français. Nous sommes allés à la rencontre de Oubad Abdellatif, l'un des survivants de cette journée tragique. Il se rappelle aujourd'hui de ce jour sanglant qui l'a marqué au fer rouge. À l'époque, j'avais 11 ans. À l'époque, je n'avais que 11 ans. Je me trouvais au niveau du domicile familial lors de la manifestation, qui était une marche pacifique. Peu de temps après, les forces de l'armée coloniale ont ouvert le feu et ont tué des centaines de manifestants. Mon frère, qui n'avait que 19 ans à cette époque-là, a aidé à enterrer au moins 100 à 150 personnes. Au moins, 150. Les massacres du 8 mai 1945, une démonstration du caractère génocidaire de la France coloniale à travers des crimes des plus abominables commis à l'égard du peuple algérien. Dans son dernier numéro, l'éditorial de la revue Al-Jaish évoque l'extrémisme violent, un phénomène dangereux qui en de nombreuses occasions est la source du terrorisme car il compromet la paix, la sécurité, le développement durable et les droits de l'homme. La revue Al-Jaish souligne que la poursuite sur la voie du changement et la réussite du processus de développement global exige de couper la route aux perturbateurs et de combattre l'extrémisme sous toutes ses formes. Yannis Saïd Belkacem. Dans son dernier numéro, la revue Al-Jaish titre son édito « Le peuple algérien ne se laissera pas leurrer par deux fois ». L'extrémisme violent est un phénomène dangereux.
qui est dans de nombreux cas une source de terrorisme, car il porte atteinte à la paix, à la sécurité, au développement durable et aux droits de l'homme. Et aucun pays ne peut éviter ses effets néfastes. Pendant une décennie, l'Algérie a mené une guerre féroce contre le terrorisme et a fait face à une stratégie malveillante visant le démantèlement de l'État qu'elle a réussi à vaincre et à éliminer grâce au grand sacrifice de l'armée nationale populaire et du gouvernement et le soutien du peuple. Cette reconnaissance a fait de l'Algérie la destination de nombreuses délégations étrangères dans le but de s'inspirer de l'expérience du pays dans le cadre de la coopération internationale dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. L'Algérie a su dans les années 90 du siècle dernier faire face et vaincre les maux du terrorisme en l'absence quasi totale du soutien matériel et moral attendu de la communauté internationale. Et elle poursuit aujourd'hui avec le même esprit ses efforts pour soutenir ses frères dans son voisinage immédiat. Au niveau continental, dans leur lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme inspiré par son expérience à la fois amère mais aussi victorieuse. L'édito ajoute que l'Algérie a saisi toutes les occasions dans les différentes enceintes internationales pour attirer l'attention de la communauté internationale sur les menaces croissantes, notamment dans le monde, en particulier dans la région sahélo-saharienne, car il est nécessaire d'intensifier la coopération à travers les mécanismes disponibles tant au niveau continental qu'au sein des Nations Unies. Et comme l'a déclaré le général d'armée Saïd Chingreha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, que l'Algérie a combattu fermement le phénomène du terrorisme et a averti le monde entier de ses conséquences destructrices et désastreuses et a pu, et c'est un fait reconnu de tous, vaincre le terrorisme et enterrer son projet d'obscurantiste grâce à l'exploitation rationnelle de ses composantes, de ses capacités et des expériences acquises par son peuple au cours de la glorieuse révolution libératrice. La revue El Jaish ajoute que l'État ne tolérera jamais ces tentatives ignobles et s'y opposera avec la fermeté voulue, comme l'a souligné le général d'armée chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Ces extrémistes doivent savoir que leur temps est révolu et que les institutions de l'État ne permettront en aucun cas le retour de ces aventuriers qui ont failli mener le pays vers le précipice et causer l'effondrement de l'État national pour lequel des millions de chouhadas ont donné leur vie. Et par conséquent, la poursuite sur la voie du changement et de la réussite du processus de développement global exige de couper la route aux perturbateurs et de combattre l'extrémisme sous toutes ses formes. Début ce lundi des travaux de la première édition du Forum sur les technologies de l'information et de la communication sous la houlette du ministère de la Poste et des TIC. L'événement qui se poursuit jusqu'au 10 mai est une plateforme d'échange autour notamment de la transition numérique et la cybersécurité. Yamina Saïdji pour les détails. Le CTO Forum Algérie est le nouveau rendez-vous des acteurs des technologies de l'information et de la communication. La première édition a été lancée aujourd'hui autour du rôle de la technologie dans la transformation numérique en Algérie. Durant 3 jours, les intervenants débattront des moyens de développer l'écosystème numérique en Algérie et de renforcer la coopération entre les différents acteurs du secteur. En tant qu'experts, cet événement nous aide tout d'abord à se rencontrer, à exposer nos points de vue, à exposer les nouveautés dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de données, notamment la loi 1807 en Algérie, mais aussi toutes les lois qui seraient applicables pour les entreprises algériennes, telles que les RGPD, pour les entreprises qui vendent leurs services ou leurs produits sur le territoire européen. Et ça nous permet également de découvrir les nouveautés, les activités, etc. L'événement comprendra également des tables rondes autour de sujets clés tels que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, le cloud computing, le big data ou encore la fintech. Une occasion unique pour les professionnels du secteur de partager leurs connaissances et leur expérience dans le but de stimuler la croissance de l'économie numérique en Algérie. Notre société aspire à travers les services au cloud, c'est de développer plusieurs activités, notamment sur l'hébergement, ce qu'on appelle du cloud public, donc à travers la mise en place des services en ligne, tels que le e-commerce, tels que l'hébergement des sites web, tels que la messagerie souveraine, la messagerie électronique, parce que souvent notre messagerie est en dehors du pays, donc on n'a pas le contrôle de nos données. Donc l'objectif pour nous, c'est de pouvoir rapatrier ces données à travers des hébergements locaux. On est une société de conseil spécialisée dans la business intelligence et tout ce qui touche à la data en général et à la transformation digitale. Nos principaux clients sont des assurances et des banques, mais pas que, on est ouvert à d'autres domaines. Nous sommes une start-up algérienne
À la base, tout a commencé avec une application. Et vraiment, maintenant, c'est tout un écosystème qui vous permet de gérer votre networking. Ça vous permet d'ajouter vos contacts et d'échanger facilement vos contacts dans absolument tous les scénarios. C'est-à-dire si la personne, quelle est de la connexion, quelle n'est pas de connexion, quelle est l'application ou pas. Et après, vraiment, on a essayé d'étendre pour régler d'autres problèmes. Un forum professionnel qui devrait attirer quelques 4000 visiteurs. Au programme, conférences, ateliers et rencontres B2B. On a 60 conférenciers qui seront parmi nous durant ces 3 jours, qui vont traiter plein de sujets donc, concernant le secteur des TIC, en passant du cloud, en passant par la big data, l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui, on va dire, la une de l'actualité partout dans le monde. Tout le monde en parle, mais aussi les métiers IT. C'est de savoir aussi, en fait, c'est ça notre thématique principale, c'est de savoir aujourd'hui si ces métiers de l'IT sont quelque part menacés. Cette première édition verra aussi le lancement du CTO Awards pour récompenser 3 décideurs IT durant le forum et un autre prix qui récompensera les applications les plus fonctionnelles développées par des startups de moins de 3 ans ou des étudiants. Poursuite du Batimatech, le salon incontournable pour les professionnels du BTP. Les plus importantes entreprises du domaine y prennent part. Le but, élargir leur champ d'action à l'étranger et trouver de nouveaux partenariats pour plus de perspectives d'exportation. Des exemples dans la filière ciment vous sont présentés ce soir par Ina Lorari. Regroupant toutes les branches du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics, le Batimatech est le rendez-vous consacré des professionnels nationaux et étrangers. L'occasion de mettre en avant leur savoir-faire, leurs nouveaux produits et procédés et de nouer de nouvelles relations d'affaires. Cette année, pas moins de 900 participants y prennent part, dont 550 nationaux, à l'exemple du groupe JICA, un des principaux producteurs de ciment en Algérie, qui avec une capacité de production de 19,5 millions de tonnes de ciment et de clinker annuellement, couvre 50% des parts du marché national et a pu se frayer un chemin vers les marchés étrangers. En 2022, le groupe JICA a exporté 3 millions de tonnes de clinker vers les pays africains et de l'Afrique de l'Ouest surtout. C'est la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Et nous avons aussi exporté vers l'Amérique du Sud, les pays de l'Amérique centrale. Nous avons aussi exporté quelques quantités vers les pays européens, l'Italie, la France, l'Espagne. Et pour 2023, nous comptons maintenir ce niveau-là. Et tout en espérant qu'il y ait un accompagnement au niveau des ports pour pouvoir augmenter ce volume à plus de cette quantité-là. Installée ici depuis plusieurs années déjà, Lafarge Algérie ambitionne aujourd'hui d'exporter plus de 4 millions de tonnes de ciment et de clinker made in Algeria en 2023. Et nous avons exporté nos produits à la fois vers le continent africain, qui est notre marché naturel, vers l'Europe et tout récemment vers les pays de l'Amérique du Nord et de l'Amérique latine. Nous avons même des petits volumes qui partent en Asie. Et Lafarge a exporté quelque chose comme 3 200 000 tonnes en 2022. Notre ambition est de terminer cette année avec un volume export de 4 millions de tonnes. Leaders dans le secteur de la construction, ces deux entreprises sont devenues d'importants acteurs sur les marchés mondiaux, faisant de l'Algérie le deuxième pays exportateur de ciment et de clinker dans le bassin méditerranéen. Représentant l'Algérie, le ministre de l'Éducation nationale prend part à Londres au Forum mondial de l'éducation. Abdelhakim Abdelabed conduit une délégation représentant son secteur, l'enseignement supérieur et la formation professionnelle, placée cette année sous le thème « Nouveau départ, nourrir la culture de l'apprentissage, renforcer la résilience, promouvoir la durabilité, une éducation plus forte, plus audacieuse et meilleure ». Le forum se tient du 7 au 10 mai avec la participation de 117 ministres. Colère et interrogation au Maroc. La crise économique qui frappe de plein fouet le pays a plongé la population dans une grande précarité. Et malgré leur mobilisation continue, les Marocains n'ont reçu que silence et mépris de la part du Marzen. L'absence répétée du roi inquiète de plus en plus. Pire, les affaires courantes du pays et son sort se retrouvent entre les mains de curieux personnages. Les détails par Yasmine Massaoudi. L'influence de la fratrie Azaitar sur le roi du Maroc fait grincer des dents tout le pays.
Les Marocains déplorent que le début des escapades et des longues absences de leur monarque coïncide avec sa rencontre il y a 5 ans avec les Azaitar, 3 frères champions d'arts martiaux et au passé plus que douteux en Allemagne, leur pays de naissance. Installé au sein du palais royal de Rabat, Abou Azaitar a fait venir ses 2 frères, Othman et Omar, ainsi que d'autres membres de sa famille. Il y règne en maître avec la bénédiction d'un roi absent, mais qui le défend, le couvrant de cadeaux, notamment un palais à Tanger, des voitures de luxe, plusieurs restaurants ainsi que de nombreux passe-droits qui n'en finissent pas d'irriter les populations et d'interpeller l'opinion publique. Abou Azaitar serait devenu un décideur officieux du roi qui détient de nombreux privilèges, dont la capacité de juger qui a le droit d'être reçu par le monarque. La fratrie Azaitar est considérée aujourd'hui, 5 ans seulement après avoir mis les pieds au Maroc, comme une prospère famille rentière. Elle est surtout perçue par une importante partie du Marzen comme une excroissance qui perturbe le fonctionnement normal d'un État autoritaire dont la structure n'accepte aucune entité exogène. في سنة 2004 في سنة 2005 في سنة 2006 في سنة 2007 جوج المتابعات في سنة 2012 كان عندهم يعني قال لك غسيل الأموال السرقة النصب الاحتيال العنف الجسدي المخدرات كل شيء كيبينوهم على أساس أنهم أخطر المجرمين وهنا كيبين على أساس أن هذه دولة إجرامية قمعية. Escroquerie informatique, conduite sans permis, atteinte à l'intégrité physique, trafic de drogue, vol, ce sont autant de délits commis par les frères Azaitar et qui restent impunis. Des avantages qui cultivent un sentiment d'injustice chez les Marocains alors que le pays connaît une grave crise économique et sociale avec un taux d'inflation à 2 chiffres et un taux de chômage élevé. Au Soudan, les combats se poursuivent, la situation humanitaire s'aggrave également. De nouveaux affrontements ce lundi entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide alors que les pénuries de nourriture, d'eau et de carburant sont de plus en plus importantes. Depuis le déclenchement de la guerre le 15 avril, près de 500 morts et 2518 blessés ont été enregistrés. Si la guerre dure, l'ONU craint jusqu'à 2,5 millions de personnes supplémentaires souffrant de la faim. Et enfin, du sport football en CAN des U17, le Burkina Faso rejoint les équipes qui s'affronteront lors des quarts de finale de la compétition après avoir éliminé le Cameroun tenant du titre par 2-1. C'était hier. La prochaine phase débute mercredi avec 2 rencontres. Le Sénégal, Afrique du Sud à partir de 17h au stade Nelson Mandela Barakri. Algérie, Maroc à partir de 20h au stade Shahid Hamlaoui de Constantine. Le reste des confrontations sont prévues jeudi avec les affiches Mali, Congo à partir de 17h au stade du 19 mai 1956 à Annaba et puis Nigeria, Burkina Faso à partir de 20h au stade Nelson Mandela de Barakri. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.